Bienvenue dans le débrief hebdo. Cette semaine, on va parler du Brexit parce que c'est le sujet brûlant du week-end. Nous allons évoquer également les statistiques macroéconomiques qui ont été plutôt mauvaises, plus particulièrement aux États-Unis. On va faire le tour d'horizon des indices et des autres actifs. On va parler de quelques actions qui se sont faites massacrer à cause de profit warning réalisés par les entreprises. Et puis ça sera déjà pas mal parce que de toute façon, j'ai plus de place pour avancer. C'est le débrief hebdo, c'est parti. Aïe. Oh putain. Brexit, peut-être la fin ce week-end. Souviens-toi, en juin 2016, les Anglais avaient voté lors d'un référendum en faveur d'un Brexit. Et au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, le vendredi, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a une journée encore très chargée. Et oui, il va devoir se préparer à la veille d'un vote de la Chambre des communes qui devra dire oui ou non à l'accord préalable qui a eu lieu entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Pour le moment, la date du Brexit est toujours fixée au 31 octobre. Et si le Parlement britannique refuse l'accord que Boris a négocié avec l'Union européenne cette semaine, eh ben on aura très probablement le 31 octobre un Brexit dur, donc sans accord. Ou alors il faudra renégocier un accord avec Bruxelles, et ça semble relativement compliqué parce que Jean-Claude Juncker a exclu tout délai de renégociation en cas de rejet du Parlement britannique. Je te montre ici tout simplement le schéma qui peut se passer s'il y a Brexit ou non, et en fonction du vote du Parlement britannique. Pour faire simple, bien évidemment, s'il y a un accord du Parlement, bah c'est terminé. Il y a un Brexit avec un accord. S'il n'y a pas d'accord du Parlement, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, parce que Juncker a refusé tout délai supplémentaire pour renégocier un accord. Donc les probabilités d'un Brexit hard, no deal, le 31 octobre sont quand même très fortes. Et s'il y a un délai à accorder, nouvelles élections législatives et en gros, on part de zéro. Quelles conséquences il y a sur les marchés? L'indice FTSE, donc l'indice anglais, lui, sous-performe tous ses homologues internationaux. L'indice anglais est au plus bas de la semaine alors que tous les autres indices internationaux quasiment sont sur leur plus haut de la semaine. Concernant la livre sterling, elle a réalisé ce qu'on appelle une mèche haute. On a eu dans un premier temps un accord entre l'Union européenne et Boris Johnson, sauf que derrière la livre sterling s'est repliée tout simplement parce que cet accord n'a pas été encore signé. Donc pour le moment, les marchés sont pas très sûrs qu'il y ait véritablement ce week-end un vote favorable du Parlement britannique. Et il manquera bien évidemment la petite griffe qui va bien pour valider tout ça. Autrement dit, les marchés sont quand même très prudents. Et pourquoi ça? Tout simplement, souviens-toi, le 24 juin 2016, et oui, ça date maintenant, il y a plus de 3 ans. La livre sterling avait commencé à monter face notamment au dollar américain, juste avant le vote et le référendum. Donc les marchés étaient quand même plutôt confiants, avant d'avoir eu une énorme surprise et les marchés ensuite se sont effondrés. La livre sterling a chuté de manière assez monumentale et depuis, comme tu le vois sur ce graphique, eh ben, elle n'a fait que baisser. Il n'y a pas eu véritablement de remontée et là, dans le jargon technique, il est en train de se passer ce qu'on appelle un double bottom. Tout simplement, un double appui sur la zone des 1,20 $. Deuxième partie, les stats macroéconomiques de la semaine et plus particulièrement aux États-Unis qui, une fois n'est pas coutume, sont ressortis encore très mauvaises. Premièrement, les ventes au détail aux États-Unis sont ressorties nettement inférieures aux attentes, moins 0,3% contre plus 0,3% attendu. L'indice Philly Fed est également ressorti sous les attentes, 5,6 contre 7,3 attendu, donc déception là aussi. Les stocks de pétrole, il y en a beaucoup plus que prévu, 9,3 millions contre 2,3 millions de stocks attendus. Et il n'y a pas que les États-Unis dans la vie, direction la Chine avec le PIB et la croissance qui est inférieure aux attentes, plus 6% sur le troisième trimestre contre plus 6,1% attendu. On va le voir juste après, mais ça va avoir des conséquences notamment sur le dollar américain. Faisons maintenant le tour des indices. Globalement, ça se passe plutôt bien, hein, malgré les mauvaises nouvelles et les tensions encore politiques, que ce soit le Brexit et un énergumène avec sa mèche blonde. Alors non, on va pas parler de toi cette semaine, hein, pour une fois, ça nous fera pas trop de mal. Et tous les indices, globalement, alors sauf l'indice anglais comme on l'a vu tout à l'heure, reviennent sur des niveaux de résistance hebdomadaire. Et même ne sont plus très loin finalement de leur plus haut historique. Sur le CAC 40 notamment, on arrête les achats dans une optique de swing trading mais également d'intraday. Il arrive sur cette zone des 5700 points, 5720 points qui correspond à un niveau de résistance très important, résistance hebdomadaire mais également la borne haute d'un canal ascendant. Les indices américains sont également pas très loin de leur record historique comme je le disais, 300 points pour l'indice Dow Jones qui représente à peu près 1%. Et là tu te poses très certainement la question, comment est-ce possible que l'économie, en tout cas les stats macroéconomiques ne sont pas bonnes et que les indices continuent à monter et sont proches de leur record historique? Bah, c'est plutôt assez simple, hein. Le 30 octobre, donc un jour avant le fameux Brexit, il y a la réserve fédérale américaine qui va statuer
fluctuer sur ces taux directeurs. Et les marchés anticipent le fait que plus les mauvaises nouvelles s'enchaînent et s'accumulent, et plus il y a de chances qu'elles soient accommodantes. Donc, qu'elles baissent ces taux directeurs, voire peut-être même qu'elles lâchent des sous-entendus qu'il y a un quantitative easing. Autrement dit, ils ont plutôt un bon mindset. Ils prennent toutes les mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles. Comme on dit dans le milieu, bad news is good news. Passons maintenant aux actions. Bon, et là aussi, il va pas y avoir beaucoup de bonnes nouvelles. On en a déjà parlé dans l'une des vidéos cette semaine concernant un profit warning sur l'action BIC. Et il y en a quelques-unes d'autres que tu connais aussi qui ont fait un petit peu la même chose. Premier carnage, l'action Renault qui a perdu 13% vendredi. Révision à la baisse des objectifs financiers avec un troisième trimestre dont le chiffre d'affaires a baissé. Et ça, globalement, c'est lié à la faiblesse de l'économie, comme on l'a vu tout à l'heure, et une augmentation des coûts liée à la réglementation. L'action Fnac Darty, qui a également pris une dérouille de 13% liée à l'abaissement de sa marge brute. Et enfin, Danone, qui perd 8%, avertissement sur ses résultats et sur ses objectifs de l'année 2019. Profit warning donc. Et là, comme tu le vois sur ce graphique, c'est pas très beau quand même. Ça montre un énorme gap baissier. Faisons le tour maintenant rapidement des autres actifs. Commençons par l'euro-dollar. L'euro contre le dollar américain qui commence une ascension après avoir réagi sur une oblique descendante. Et sur IVT, on cherchait jusque-là des achats et accompagner ce mouvement de hausse et ce jusqu'à 1,1150. Et d'ailleurs, on est arrivé à l'instant où je tourne cette vidéo. Si tu l'as compris, juste avant, on parlait des mauvaises statistiques macroéconomiques aux États-Unis qui profitaient aux indices. Mais cela a également pour conséquence de faire reculer le dollar américain, lié aux mauvaises stats et également aux anticipations de politique monétaire accommodante de la Fed. Recul du dollar américain égale remontée de l'euro face au dollar d'un point de vue mécanique. Et d'ailleurs, je te montre ici le graphique du dollar index, qui est le dollar américain face à un panier de devises. Et tu vois bien qu'il a terminé son ascension qui était matérialisée par un canal ascendant, qui a priori, on commence à avoir des signaux de reprise d'une tendance baissière. Le pétrole, quant à lui, qu'on a cherché à travailler tout au long de la semaine sur IVT, sur la zone des 52 $ sur le WTI, qui est la zone tout simplement sur laquelle il rebondit à chaque fois depuis le début de l'année. Et plus particulièrement depuis juin. Alors, c'est un petit peu pénible et c'est quand même relativement compliqué parce que cette zone des 52 $, elle tient, mais le rebond n'est pas très franc et il se fait attendre. Donc, faut travailler la position, faut passer du temps, être persévérant. Et le trading, j'en parlerai plus longuement juste après, c'est pas je prends une position, soit j'ai l'objectif qui est atteint, soit mon stop loss est atteint. Il peut se passer des semaines où il se passe pas grand chose, on est des espèces de micro-ranges, des faux signaux haussiers, baissiers, etc. Et justement, cette semaine, je me suis plutôt focalisé sur les cours de l'or. Alors, si tu fais partie d'IVT, bon, ça t'es au courant, je l'ai travaillé toute la semaine à l'achat sur cette zone des 1480 $, qui est une zone support énorme, alors que dans le même temps, on est toujours dans une tendance de fond haussière. Cette zone provoque quelques réactions, mais c'est quand même plutôt mou. Et pour être tout à fait transparent avec toi, ça n'a pas donné grand-chose pour le moment, mais je persévère puisque tout simplement, mon plan d'achat, mon plan trading n'est toujours pas invalidé tant qu'on reste au-dessus des 1480 $. Bon, ça fait travailler la psychologie, le respect d'un plan de trading, mais ça réagit pas toujours comme on le souhaite et au moment où on le veut. Donc, faut travailler, persévérer, être patient et ce, tant que le plan n'est pas invalidé. Donc, faut le savoir, Bon, si tu fais déjà du trading, tu le sais très certainement, quand tu prends une position, le marché, il part pas tout de suite dans ton sens. Si, bien évidemment, il part dans ton sens. Il peut se passer plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines où on est dans des espèces de fluctuations très faibles, où on dit que la volatilité est très faible. Et du coup, ça joue un petit peu avec nos nerfs. Donc si tu comptes te mettre au trading, sache que ce genre de période, ça existe. Faut simplement prendre le temps de prendre du recul, savoir si ce que tu as anticipé est invalidé ou non. Est-ce que tu dois continuer à faire ce qu'on appelle travailler la position ou est-ce que tu dois laisser tomber et passer à autre chose, à un autre actif? Donc c'est des périodes qu'on peut dire qui sont assez chiantes. Donc ne lâche rien, persévère et en parlant de ça, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut. Et excuse-moi pour ma voix, je sais pas si tu as eu l'impression que j'étais en train de muer, mais j'étais un petit peu malade, mais j'ai essayé d'aller jusqu'au bout pour faire cette vidéo et ce débrief hebdo. C'est tout pour moi et je te dis à la prochaine. Ciao!